Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez qu'il y en a des playlists dans lesquelles vous trouverez les histoires depuis le commencement. Vous n'aurez qu'à vous installer confortablement et plonger ensemble dans de merveilleuses aventures. Un humain pleure tandis qu'un monstre profite de son corps comme nourriture. Des monstres divers surruent vers les humains restants afin de déguster leur chair. Au sein de ce champ de bataille, une explosion retentit, tandis que la présence de 2 titans était visible. Un homme serre fermement son épée, puis lance son attaque destructrice. Son rival le bloque, mais il continue son enchaînement de diverses manières. En s'arrêtant par manque de force, il pense que c'est impressionnant de la part du chevalier infernal. Cet homme est l'épée suprême de l'Empire. Il répond au nom de Eo. Le chevalier de la mort le regarde tandis que son casque est soudainement fendu en 2 par le coup d'épée reçu plutôt. Il remarque qu'il était touché plus tôt, mais ses yeux sont soudainement revenus à la normale. Le chevalier de la mort est choqué et confus par cette scène funeste. Un être pense que c'est vraiment parfait. Il a enfin anéanti de ses propres mains cet empire maudit. On dit que plus l'attente est longue, plus la vengeance est douce. Il vient d'accomplir cette promesse millénaire. Peut-il imaginer la joie qu'il ressent? Cet être est un Arkli, de son vrai nom Dor. L'empereur de l'Empire de Hélios, Howard Adelwright, lui traite de misérable. A-t-il osé exterminer tous ses sujets? Il est un sale démon. Même l'enfer sera trop doux pour lui. L'Arklich le regarde. Alors a-t-il fini son discours? Peut-il enfin lancer la cérémonie de couronnement à présent? L'empereur ne s'attendait pas à ça pour un être tel que lui. Dor lui répond qu'il a unifié le continent pour la première fois de l'histoire. Être appelé empereur n'est pas un excès. L'empereur n'a ressenti que son impuissance face à cette situation. Dor remercie ses seigneurs démons pour leurs efforts et demande au chevalier de la mort de l'apporter la couronne impériale. Les seigneurs démons applaudissent la prouesse de leur chef, tandis que le chevalier de la mort se dirige droit vers lui. Il dit à son chevalier le plus loyal que c'est principalement grâce à lui qu'il en est arrivé là. Comment peut-il le récompenser pour cela? Le chevalier de la mort resta silencieux. En y réfléchissant, c'est une question stupide. Il est son esclave. Le servir est sa plus grande joie, alors qu'il allait attraper la couronne qu'il convoitait tant. Cette dernière se fait trancher sous le regard de ses seigneurs démons. Dor a créé une barrière protectrice, tandis que ses seigneurs démons se précipitent pour stopper le chevalier de la mort. L'Arklich a senti quelque chose. Il demande au chevalier de la mort ce qu'il fait. Au sein de son esprit, il pense qu'il l'a bloqué. Alors comment? Il n'a jamais ordonné une telle chose. Enfin, je bouge selon ma volonté. L'Arklich lui demande comment peut-il parler. Il avait pourtant anéanti toute sa conscience. Ça n'était qu'illusion. Je n'ai jamais disparu. J'étais piégé dans ce corps alors que j'observe tout. L'Arklich pense que c'est impossible. Il est vraiment son chef-d'œuvre. Pour sa loyauté, il lui accorde une petite séance de défoulement aujourd'hui. Juste le temps de trouver un moyen de reprendre le contrôle. Ces seigneurs démons se ruent vers le chevalier de la mort, tandis que ce dernier resta impassible avant de lancer son attaque destructrice qui les anéantisse tous. L'Arklich ne s'attendait pas à l'annihilation de ses seigneurs en une seule attaque. Dans ce cas, il utilise une compétence lui permettant de ramener des morts vivants à la vie. Ces derniers attaquent aussitôt le titan. Il leur demande d'arrêter et de se soumettre. Il a immédiatement pris leur contrôle avant de les faire tous exploser en même temps. L'Arklich pense que ce n'est pas possible. Il a créé un monstre comparable à un dieu. Oui, il sent bien la colère. Il comprend, lui aussi. Il l'était. Au sein de son esprit, il se dit que le chevalier de la mort ne doit pas croire avoir gagné, même si ce corps est détruit. Il transférera son âme dans un autre hôte, et il lui dominera à nouveau. Le chevalier de la mort lui dit que lorsqu'il était enfermé dans ce corps pendant des siècles, il a toujours cherché un moyen de le tuer. Il se met en position et répond à Dor que c'est pour cette raison qu'il a conçu un art de l'épée capable de tout trancher, même l'âme. Dor pense que c'est impossible. Ça paraît dangereux, il va d'abord esquiver. L'attaque a traversé son corps tandis que ce dernier resta silencieux. Comme il s'en doutait, ce genre de technique ne peut exister. Mais quelque chose qui ressemble avec du sang commence à sortir de sa bouche tandis que le ciel forme une tornade qui l'aspire avant de se faire exploser. Seule sa tête squelettique est retombée sur le sol
tandis que le chevalier de la mort lui demande d'aller en enfer, avant d'écraser sa tête. L'empereur était surpris par cette scène et ne comprend pas ce qui se passe. Le chevalier de la mort est tombé, plongé dans une solitude sans fin. Il pense que c'est fini. Il lui reste une dernière chose à faire. Il tient fermement son épée et pense que s'il peut les revoir, même dans la mort. Je leur dirai pardon, que je suis désolé. Et aussi, pardon à ma famille. Le chevalier de la mort s'est transpercé lui-même. Une voix interpelle Damien. Cette voix, est-ce grande sœur? La voix demande à Damien pourquoi dort-il ici. En ouvrant les yeux, il pense qu'heureusement qu'avant de sombrer en enfer, il peut la voir. Quoi? Pourquoi est-elle si jeune? La fille pense qu'il lui flatte soudainement. Veut-il qu'elle prenne sa défense face à papa? Très bien, il doit faire confiance à sa grande sœur. Mais il doit vite entrer puisqu'il risque de pleuvoir. Le garçon regarde sa sœur s'en aller. J'ai détruit ce manoir de mes propres mains. Est-ce que je rêve là? Ou bien, et si tout cela n'avait été qu'un rêve, je vois une branche d'arbre à quelques centimètres de moi. Je pense que je le saurai en vivant à nouveau. Je prends et tiens fermement la branche dans ma main, tout en me positionnant face à un rocher. Je pense que c'est parfait comme ça. Je me suis précipité prêt à frapper le rocher. Je suis un peu surpris, mais je pense que c'est de la folie. Le rocher se fissure avant d'être complètement explosé. Je suis figé par ce que je viens de voir. Mais pour une raison inconnue, je ne peux m'empêcher de rire. Je me suis rabaissé tout en serrant ma main alors qu'il pleut des cordes. Mes larmes et cette pluie ne font qu'une. Ce n'était pas un rêve. Je suis bel et bien retourné dans le passé. Dans ma vie antérieure, j'avais un talent, celui de ternir l'honneur de la famille. Son père lui demande s'il est vraiment devenu taré. Il s'est fait expulser du bar après avoir foutu le bordel. Se rend-il compte d'à quel point il a déshonoré leur famille? Son petit frère est venu le voir et lui demande pourquoi a-t-il frappé le jeune maître du marquisat Lion-Blume. À cause de lui, leur sœur est forcée d'aller voir ce sale voyou. Pourquoi a-t-il emprunté de l'argent en utilisant les terres familiales comme garantie? Pourquoi? Le talent de saboter l'avenir de la famille, et même le talent de perdre les propriétés familiales. Et finalement, grâce à ce talent, il s'est fait expulser de la famille, alors qu'il allait tranquillement quitter la famille. Une personne l'interpelle. En se retournant, il remarque que c'est sa sœur. Cette dernière lui demande de prendre au moins cet argent. Il doit être heureux. Le garçon ne s'attendait pas à ça. Au sein de son esprit, il pense que même si sa vie a été entièrement ruinée par sa faute, elle le porte encore dans son cœur. Il tient sa main tremblante vers la somme d'argent, puis il l'attrape aussitôt avant de fuir la maison ainsi que sa sœur. C'est le jour où il est parti de chez lui comme s'il fuyait sa famille. Il a, pour la première fois de sa vie, appris ce qu'était la honte et la culpabilité. Au présent, le garçon se demande comment est-il revenu dans le passé. Il a effectivement pensé qu'il devait s'excuser auprès de sa famille. Mais de là à retourner dans le passé, serait-ce un miracle divin? Le garçon observe sa main et pense qu'en effet, à cet âge, rien qu'une petite utilisation de sa compétence est difficile. On l'appelait brise-vague. C'est une technique qui amplifie de plusieurs fois l'impact d'un coup. C'est une technique qu'il a obtenue en tuant le chevalier appelé. Une personne l'interpelle, ce qui l'a immédiatement ressorti de son esprit. En se retournant, il remarque un garçon qui se dirige vers lui. Le personnage principal réfléchit un instant. On dirait un serviteur de la famille. C'était quoi déjà son nom? Est-ce Victor? Oui. Jeune maître. Que faites-vous encore ici? Mademoiselle Louise vous a demandé d'entrer. Que faites-vous encore sur le perron? La colère du chef de famille a atteint son paroxysme. Le personnage principal lui demande s'il a fait quelque chose de mal. Le serviteur lui répond par la négation. Serait-il en train de lui dire qu'il a tout oublié? Le garçon resta silencieux, tandis que dans le vicomté, Axène. Son père lui traite d'espèce d'enfoiré. Damien regarde son père, tandis que ce dernier s'apprête à le trancher. Mais à sa grande surprise, son père a tranché dans le vide avant de lui lancer un regard menaçant. Sa femme et sa fille essaient de le calmer et de l'arrêter, tandis que ce dernier lui crie qu'il a vraiment fini par péter un câble. Il a causé une émeute à la taverne, et il s'en est fait virer. Se rend-il compte d'à quel point il a déshonoré leur famille? Regardez bien, tout le monde. Il en a plus que marre. Le garçon pense qu'alors, il a régressé à ce moment-là. Son père dit que, aujourd'hui, il va lui briser le crâne en deux.
Sa femme lui répond qu'il ne peut pas. A-t-il vraiment l'intention de tuer Damien ? La fille demande à son père de garder son sang-froid. Au sein de l'esprit du garçon, il se demande depuis combien de temps ne l'avait-il pas engueulé de la sorte. Le chef de famille répond au nom de Paul Osborne. À ses côtés se tiennent sa femme Merilda Axen et sa fille Louise Axen. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que tout ça l'a énormément manqué. Le garçon pleure tandis qu'une personne se demande s'il pleure vraiment. C'est comme ça. Il a poussé le bouchon trop loin. Une personne interpelle Damien, tandis que son père pense que c'est très bien. Ils vont voir quel genre d'excuse il va trouver cette fois-ci, tout en rengainant son épée. S'il a quelque chose à dire, c'est le bon moment. Le garçon lui répond qu'il n'a aucune excuse. Eh bien, voilà. Évidemment qu'il n'en a pas. Comment peut-il ? Attends quoi ? N'en a-t-il pas ? Impossible. Lui qui se trouve toujours des excuses bidons et totalement pathétiques. Le garçon lui répond qu'il le savait déjà, mais l'entendre directement lui brise le cœur par sa faute. L'honneur de leur famille a été souillé à de multiples reprises. C'est de sa faute. Il n'a absolument aucune excuse. Le père pense que ce n'est que de la parlotte. Et il pense qu'il va laisser passer ça. Le garçon s'incline respectueusement et répond à son père qu'il va s'en occuper. Son père est surpris par cette attitude soudaine. Il se retourne et dit à son père qu'il va s'occuper lui-même de résoudre le problème qu'il a causé. Après ça, il reviendra et acceptera humblement sa punition. Les trois restèrent silencieux un instant, tandis que le père pense que ce jour-là, on dirait qu'il a été battu si violemment que ça aurait atteint son cerveau. Dans la ville commerciale de Landwalk, Victor informe au jeune maître qu'ils sont arrivés. Il interpelle le jeune maître et lui demande s'il va vraiment y aller. On dit que cet endroit abrite les gens de la pègre. Il a peur qu'il puisse lui arriver quelque chose une fois à l'intérieur. Le jeune maître lui répond qu'il peut partir s'il a si peur que ça. Victor lui répond que c'est impossible. Comment pourrait-il s'enfuir en le laissant seul au lieu de ça ? Que dirait-il de fuir ensemble ? Le jeune maître lui demande de ne pas s'inquiéter. Il va juste aller s'excuser en bonne et due forme auprès du propriétaire et revenir. Que pourrait-il lui arriver ? Il s'en occupe, vite fait, bien fait, et il revient. Au sein de l'esprit de Victor, il espère que tout se passera pour le mieux, tandis que le jeune maître s'avance tranquillement. Il ne sait pas comment il a pu revenir dans le temps, mais si Dieu l'a donné une autre chance, il ne leur fera plus jamais de mal. Il corrigera les erreurs de son passé l'une après l'autre. Deux hommes qui montent la garde remarquent le garçon. L'un d'eux demande au jeune maître la raison de sa venue, tout en prenant un air hostile. Son ami pense qu'on l'a pourtant déjà averti de ne plus jamais se montrer par ici. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que ces types lui ont l'air familiers. Il ne s'en souvenait plus puisque ça fait longtemps. Le jeune maître leur répond qu'il est venu s'excuser auprès du propriétaire pour ce qu'il a fait la dernière fois. Ils restèrent silencieux, tandis qu'un d'entre eux continue l'épluchement de sa pomme. Des excuses. Bien, il va avertir le boss. Il ne doit pas bouger. Regarde-le, il est là, à agir comme un noble. Mais bon, c'est que c'est inattendu. On disait de lui que c'était le fils bon à rien d'une famille minable. Mais il est peut-être encore plus con que ce qu'il pensait. Oh, mais par contre, la fille de la famille est une véritable beauté. Ah ouais, vraiment. Comme quoi, même dans une famille de merde, quelqu'un d'utile peut apparaître. Il commence par toucher le visage du jeune maître, et le jeune maître noble. Comment ça se fait que tu veuilles t'excuser ? S'il le présente à sa jolie sœurette, il acceptera ses excuses tout en rigolant. Son ami lui demande d'arrêter ça. Il va finir par le faire chialer. Ah, c'est vraiment trop compliqué. Le garçon attrape sa dague avec facilité, tandis que ce dernier pense que cet enfoiré a perdu la raison. Je pensais vraiment pouvoir le faire, vous savez. Je veux dire, simplement m'excuser et repartir. Mais je crois que je me suis trop surestimé. L'homme lui demande quel genre de connerie est-ce, sans remarquer que son poignet a soudainement été tranché. Par ce mouvement rapide, l'homme retourne ses yeux et remarque qu'il s'est fait couper le poignet avant de tomber dans l'agonie. Puisque vous m'avez cherché, je vais vous montrer quel genre d'enfoiré le fils aîné du baron peut bien être. Victor, qui observait clandestinement la situation, pensait que le jeune maître lui a pourtant dit qu'il arrangerait la situation. On dirait qu'il y a une bagarre là-bas. On va voir. Un homme interpelle le garçon. Il va se faire prendre un mauvais coup pour rien.
mieux vaut partir. Le bandit lui traite d'espèce de sale merde. Sait-il au moins à qui il s'en prend? Le garçon s'en fiche. Alors, pourquoi ne pas finir ce qu'il a commencé? Le bandit lui demande de bien l'écouter. Même si c'est évident, dans cette ville, personne n'a jamais osé toucher au serpent noir et s'en est sorti vivant. Le garçon réfléchit un peu, maintenant il se souvient. Le serpent noir est un gang en pleine expansion dans Landwalk à l'époque, et ce bar faisait partie des lieux sous leur protection. Et quand j'ai protesté contre leurs arnaques absurdes, ils m'ont frappé et humilié devant tout le monde, maintenant que j'y pense. C'est plutôt moi qui devrais recevoir des excuses. Le bandit ne comprend pas ce bordel. Pourquoi ce type sourit comme un demeuré? Quoi qu'il en soit, il n'est plus un noble à leurs yeux. Il doit se préparer à morfler. Il se précipite pour trancher le garçon, tandis que ce dernier évite son attaque sans effort, avant de complètement le faire perdre son équilibre, jusqu'à s'écraser sur le sol. Franchement, j'aimerais tous vous tuer. Mais je vais me contenir pour ma famille. Le bandit, tétanisé par la peur, lui demande d'attendre un peu, mais c'était trop tard pour négocier. Le jeune maître les observe tandis qu'une voix demande qui peut bien être. Ce taré? Est-ce qu'il y en a d'autres? Le chef lui demande s'il vient d'un autre gang. À quelle organisation appartient-il? Rien de tout ça. J'étais venu pour des excuses, mais on dirait que c'est moi qui vais en recevoir. J'ai un compte à régler avec le patron. Alors guide-moi gentiment. Le chef ne comprend rien à son baratin. S'il refuse de coopérer, on va juste l'attraper et le faire cracher le morceau. Il demande aussitôt à ses hommes d'attraper le garçon. Ils se précipitent tous, tandis que ce dernier pense que ça devient chiant. Le garçon utilise sa vitesse afin de les terrasser les uns après les autres. Avant de s'arrêter, le chef n'en revient pas. Un homme pleure, tandis que le garçon pense qu'il a merdé, dire qu'il est essoufflé pour si peu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le chef lui répond par la négation. Il a eu tort. Il prie le garçon de l'épargner. Mais ce dernier ne se soucie guère de sa supplication. Le chef court pour sauver sa vie, mais la main du garçon l'attrape aussitôt tandis que son sang y est visible. À l'intérieur, les gens profitent de cet instant présent, tandis qu'une personne a soudainement attiré leur attention. L'homme dit qu'il n'a pas dosé sa force, alors qu'une main qui tient fermement un couteau à quelques centimètres de son cou le trancha soudainement. Tu vois, t'aurais dû m'écouter quand j'étais encore calme. Le garçon se tient droit devant la porte du bar tout en observant silencieusement la foule. Face à ce meurtre soudain, les gens se précipitent tous vers la sortie. Bon, les gêneurs ne sont plus un problème. Un homme demande c'est quoi ce raffut, où sont les types qui montaient la garde. Cet homme est le patron du bar. Son nom est Andersen Homme. Ah, c'est vous le patron alors. Ceux qui étaient dehors, je les ai calmés gentiment. Quoi, il a même tabassé les membres du serpent noir. Qui est-il pour venir foutre le bordel dans son établissement? Le garçon lui répond qu'il est Damien Haxen. Haxen, veut-il dire le vicomte Haxen? Le garçon lui répond que c'est exact. Et il n'est pas venu foutre le bordel, mais recevoir ses excuses. Qu'est-ce qu'il raconte? Le garçon lui répond que son bar surfacture à mort, et quand il a osé protester. Ces hommes l'ont tabassé et jeté dehors comme un moins que rien. Depuis, il a la réputation d'un ivrogne agressif. À cause de ça, sa famille et lui ont tout perdu. Perdu, veut-il dire sa réputation. Mais il est peut-être vieux, il ne comprend pas si bien les choses. À ce qu'il sache, le vicomte Haxen n'avait déjà plus aucune réputation, n'est-ce pas? Le garçon resta silencieux, tandis qu'il lui traite de pauvre petit noble. Croyait-il qu'il allait dire « Oh, pardon, milord ». Il doit arrêter de jouer à l'aristocrate et payer le prix de son intrusion. C'est donc ça. Je comptais te pardonner si tu t'excusais correctement. Mais si tu préfères en arriver là, il n'a pas d'autre choix. Le garçon bondit vers lui, prêt à lui faire payer le prix de ses propres paroles. La présence d'une personne se matérialise avant de stopper l'attaque du garçon. Le garçon a remarqué l'aura qui enveloppe l'épée, tandis qu'il s'est fait repousser. Le propriétaire du bar interpelle Sir Ted, impressionné par son arrivée parfaite. Le garçon pense que c'est surprenant. Il n'a pas la tête d'un gars qu'on engage dans ce genre de trou. Ce dernier resta silencieux, tandis que le garçon lui demande pourquoi un chevalier se trouve-t-il ici. Les chevaliers suivent la voie du martial toute leur vie. Leur grade dépend de leur niveau d'entraînement. Il y a stagiaires, apprentis chevaliers et chevaliers officiels. Parmi eux, seuls les chevaliers officiels manient l'aura librement.
Ils peuvent trancher une montagne d'un seul coup ou découper un mur de pierre comme une feuille. Ce sont des êtres hors du commun. Le propriétaire du bar rigole face à cette situation. Sir Ted, ici présent, est exactement un apprenti chevalier précieux du boss du Serpent Noir. En fait, il est déjà un homme mort. Le garçon lui répond que c'était donc bien un apprenti chevalier. Il sentait faiblement son aura. Pourtant, il est encore apprenti. Au sein de l'esprit de l'apprenti chevalier, il se demande comment ce type a pu sentir une aura non matérialisée. Le garçon réfléchit un instant. Il comprend pourquoi un mec comme lui bosse ici. Il est sans talent et sûrement viré avant de devenir chevalier officiel. Le propriétaire du bar demande à Sir Ted combien doit-il payer pour s'occuper de ce gars. L'apprenti chevalier, rongé par la colère, lui répond qu'on réglera ça après. Il se précipite vers le garçon et répond qu'il va commencer par lui arracher la bouche. Le garçon observe son épée et évite l'attaque au dernier moment. L'homme lui lance un regard meurtrier avant de continuer son enchaînement. Le garçon esquive ses attaques les unes après les autres. Il remarque qu'il est plutôt doué pour un apprenti. Ses mouvements sont larges, mais la lame reste stable. L'apprenti chevalier s'élance vers le garçon, tandis que ce dernier esquive son attaque. Il pense que ça devient dur. Ce corps a ses limites. Il doit muscler ça en rentrant. L'apprenti chevalier lui traite d'espèce de rat. Voyons s'il peut esquiver ça aussi. Il se met en position, tandis que le garçon a remarqué que cette technique lui est familière. Cette technique est une technique secrète nommée l'épée meurtrière. Le garçon ferme ses yeux tout en se concentrant. Alors lui aussi, il va y répondre dignement. Dans sa vie antérieure, l'apprenti chevalier lui a demandé qui peut bien être, d'or pour lui donner des ordres. Et puis, si l'humanité crève, il n'y aura plus rien de fun. Il était le maître du sabre tueur, et s'était spécialisé dans la tuerie de masse. Son nom est Salman Ghul. Il demande au chevalier de la mort de la fermer et de dégager s'il ne veut pas crever. Face à ces menaces, ce dernier resta sans broncher. Il a du mal à piger, hein. Bon, il va devoir le tuer aussi. Vu qu'il cherche la mort, il lui offre sa technique secrète en guise d'adieu. Il le voit très clair. Le corps humain est fait en majorité d'eau. Quand il comprend ça, même avec un sabre de bois, il peut découper un homme comme de l'eau. Il utilise sa technique secrète nommée l'épée de la terreur, et trancha le chevalier de la mort avant de s'arrêter. Il aurait dû partir quand il lui en a laissé l'occasion. Mais un détail attire son attention. En se retournant, il remarque que le chevalier de la mort se met à régénérer avec une vitesse inimaginable. Il est sûr qu'il s'est fait trancher en deux, et pourtant il bouge encore. Est-ce qu'il est un mort-vivant ? Salman a remarqué qu'il s'est fait localiser rapidement, mais avant même de réaliser la situation, il s'est fait trancher en deux par le titan. Il lui demande comment a-t-il réussi à contrer sa technique secrète avant de sombrer en enfer. Au présent, il répond que c'est impossible, alors qu'il vient de perdre contre le garçon. Au sein de l'esprit de ce dernier, il pense que c'est toujours comme ça. Tous ceux qui l'ont affronté sont morts incrédules. Depuis qu'il est devenu le chevalier de la mort, son pouvoir est bien plus grand. Et cette capacité, c'est qu'il absorbe toutes les techniques et niveaux de ses ennemis. Le propriétaire du bar est terrifié par ce qu'il vient de voir. Il s'incline et répond au garçon qu'il est désolé d'avoir sali l'honneur du vicomte Axen. Il ne sait pas si ce montant suffira à apaiser un peu la colère de Lord Damien. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'il était venu pour des excuses. Mais on va pas dire non à un petit billet. Il répond au propriétaire que ce n'est pas grand-chose, mais ça ira. Il se retourne et demande à Victor ce qu'il fait. Il doit rentrer et tout récupérer. Au sein de l'esprit de Victor, il pense qu'il ne le croirait pas s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux. Depuis quand le jeune maître sait manier une telle épée. Le propriétaire du bar, ainsi que ses hommes, demandent au jeune maître de faire attention en entrant. Victor dit au jeune maître que c'est la première fois qu'il voit autant d'or et de bijoux, tandis que le propriétaire resta silencieux. Au sein de son esprit, il pense qu'il récupérera tout, jusqu'au dernier sou. Il va immédiatement contacter le boss du Serpent Noir. Ah, au fait, le garçon lui trancha l'une de ses oreilles tandis que ce dernier est plongé dans une souffrance extrême. Le garçon pense que la réparation est une chose, mais la punition reste nécessaire. Il a utilisé plutôt la technique secrète, nommée l'épée de la terreur qu'il a copiée grâce aux anciennes capacités de sa vie antérieure. Il leur demande d'aller dire au Serpent Noir que s'ils touchent ne serait-ce qu'un cheveu de sa famille, ils le regretteront amèrement. Au sein de l'esprit du propriétaire, il pense que ce foutu enfoiré va le regretter.
Le soleil se couche paisiblement, tandis qu'il marche tranquillement. Le garçon sait que ça ne suffit pas pour laver ses fautes passées, mais dans cette nouvelle vie qu'on lui a offerte. Il ne décevra plus jamais sa famille. Il demande à Victor de rentrer tandis que ce dernier acquiesça. Écrivain Ryan Bloom. À l'intérieur, une personne demande à son grand frère s'il connaît cette phrase. L'amour va toujours avec la douleur. Son grand frère lui demande c'est quoi ce truc sorti de nulle part. Avec sa tête de tragédie là, part-il en duel ou quoi? Ce dernier lui répond par la négation. Il part juste à la recherche de l'amour. Au sein du manoir Axen, le jeune maître ainsi que Victor marchent tranquillement. Tout en bâillant, le jeune maître pense qu'il a enfin eu une vraie nuit de sommeil. Quant à Victor, il répond au jeune maître qu'il aimerait être à sa place. Lui, il n'a pas fermé l'œil, inquiet à cause d'hier. Le jeune maître lui répond que tout s'est bien passé, même si ce n'était pas exactement ce qu'ils ont prévu. Mais ils ont reçu une belle compensation et surtout, les rumeurs vont être divulguées. On dira au bar que le fils aîné des Axen a sévèrement corrigé ceux qui l'ont offensé. Ça va être suffisant à faire réfléchir ceux qui méprisent leur famille. Et l'image du fils dégénéré du vicomte changera peut-être, un peu, au sein de l'esprit de Victor. Il pense qu'il ne l'aurait pas cru, mais le jeune maître a un vrai sens de l'auto-analyse. Il répond au jeune maître que c'est une bonne chose, mais ce qui l'inquiète, c'est le serpent noir. Il a ruiné leurs hommes et même leur apprenti chevalier. Le jeune maître le rassure, même téméraire, ils n'oseront pas défier un noble, et s'ils le font, il s'en occupera lui-même. Victor répond au jeune maître qu'il comprend. Il est vrai que son escrime n'a rien d'ordinaire. D'ailleurs, quand a-t-il appris un tel art? Le jeune maître se retourne et répond à Victor qu'à propos de ça, il a juste entraîné discrètement. Une voix interpelle Damien avec colère. Ce dernier se retourne et remarque que c'est son père. Le patriarche se précipite furieusement vers le garçon tout en le traitant de petit con. Il a été introuvable toute la journée, où était-il? Il attrape le garçon par l'épaule et lui demande s'il a encore fait une connerie. Sa femme l'interpelle, mais le garçon lui répond de ne pas se paniquer. Comme il l'a dit, il a réglé le problème qu'il a causé. Il interpelle Victor et demande à ce dernier de leur montrer. Face à cette quantité d'or, ils ne pouvaient s'empêcher de cacher leurs enthousiastes, tandis que Victor leur présente l'acte de propriété. Le jeune maître leur informe qu'il est retourné au bar d'où il avait été chassé et a réglé l'affaire. C'était juste une erreur de calcul. Le patron l'a donné en signe d'excuse. Le patriarche lui demande s'il peut vraiment le croire. Le jeune maître lui répond par l'affirmative. La femme, toujours enthousiaste, interpelle son chéri. Elle croit qu'il dit vrai. Sinon, d'où viendrait autant d'or? Le jeune maître leur demande de demander à Victor s'il ne le croit pas. Le jeune maître se retourne et fait un clin d'œil à Victor. Ce dernier répond aussitôt par l'affirmative. Le jeune maître leur demande s'ils sont maintenant convaincus. Son père le regarde tandis que sa mère croit qu'il dit vrai, au sein de cette ambiance chaleureuse. Victor pense que le jeune maître sait mentir sans jamais broncher. Quelque temps plus tard, alors que le garçon s'entraîne, il s'accroche à un arbre et pense qu'il est essoufflé alors qu'il a à peine couru. Il a encore tant à faire, mais dans ce corps, il ne peut rien accomplir. Heureusement qu'il a mis la main là-dessus. Lorsqu'il a demandé au propriétaire du bar de l'expliquer ce que c'est. Il lui a répondu que c'est une potion d'endurance et de vitalité créée par l'école d'alchimie. Le garçon lui demande de lui en dire un peu plus sur l'école d'alchimie. Le propriétaire du bar lui répond que l'école d'alchimie est un groupe d'alchimistes spécialisés dans la fabrication des élixirs. Au sein de l'esprit du jeune maître, il pense qu'il s'en souvient. Leurs potions étaient échangées contre leur poids en pierres précieuses. Quelle chance il a eu! Au présent, le garçon boit la potion. Et une fois terminée, cette dernière a immédiatement fait effet. S'il veut devenir fort rapidement, il doit d'abord renforcer ce corps. Il doit retrouver son ancien niveau. D'or. Dans quelques années, les morts vivants qu'il a créés apparaîtront dans le monde. Avant ça, je dois avoir la force de le tuer. C'est la seule façon de protéger le bonheur de ma famille. Cette fois encore, je te tuerai, d'or. Dans la ville de Landwalk, au quartier général du Serpent Noir. Un homme déguste son poulet et pense qu'il ne peut rien faire pour lui. C'était pourtant leur meilleur atout.
Ses subordonnés lui demandent ce qu'ils doivent faire de Sir Ted. Ils pensent qu'ils pourraient encore le soigner. L'homme en question leur demande juste de laisser tomber. Ils peuvent le jeter. Cet homme est le boss du Serpent Noir. Son nom est Cedric Walker. L'un des hommes se retourne et lui demande s'il est sûr. Ce dernier se relève, il a pourtant été clair. Il leur demande de se débarrasser de lui. On n'a pas besoin de chiens inutiles. On peut engager n'importe qui avec de l'argent. Une voix lui demande si c'est comme ça que les choses se terminent. Le boss s'arrête, tandis que Sir Ted se tient debout. En se retournant, il est impressionné de voir qu'il peut encore bouger. Alors, qu'en dit-il ? S'il se fait soigner, il pourrait le réengager. Ce dernier serre les dents et tient fermement son épée. Il se précipite vers le boss pour le tuer et répond à cet enfoiré qu'il n'a pas besoin de son aide. Alors qu'il allait le tuer, il a l'impression que quelque chose l'en empêche. Lorsqu'il regarde ses pieds, il voit qu'il s'en est fait ligoter par quelque chose qui ressemble avec une corde. Dans l'instant suivant, ça commence à matérialiser autour de son corps, tandis qu'une personne demande au boss du Serpent Noir s'il peut considérer ceci comme sa première mission. Le boss lui répond par l'affirmative et espère voir un peu son niveau. L'apprenti chevalier lui traite d'espèce de salaud. Il doit le lâcher. L'homme ne se soucie guère de ses paroles et commence son incantation aussitôt. L'apprenti chevalier a eu du mal à se contrôler face à cette énergie sinistre, tandis que des entités démoniaques apparaissent pour l'engloutir. Malgré sa supplication, seule sa chaussure est restée intacte après cette scène funeste. Le boss du Serpent Noir pense que c'est dégoûtant. L'homme lui demande s'il est satisfait. Ce dernier le confirme. Mais la prochaine fois, il espère que ce soit plus propre. L'homme lui répond que c'est compris. Alors, quel est son prochain contrat ? Le boss lui répond que c'est justement pour ça qu'il l'a fait venir. Un noble leur a causé du tort et c'est compliqué de le viser directement. Il doit lui faire du mal sous n'importe quelle forme. Plus c'est brutal, mieux il sera payé. Le boss lui donne son avance tandis que l'homme le remercie et lui répond qu'il peut compter sur lui pour cette mission. Le personnage principal s'entraîne durement. Il s'arrête un peu et pense que les effets des potions sont plutôt bons. Son endurance a augmenté de manière notable en seulement quelques jours. C'est tout de même étrange. Pour que rien n'arrive pendant des jours. Il était certain que les serpents noirs voudraient le voir. Un détail attire son attention. Le garçon se retourne vers la direction du bruit, et comme il le pensait, ces enfoirés de serpents noirs sont déjà présents. Mais à sa grande surprise, il attrape un jeune garçon et remarque que c'est son frère, Abel. Ce dernier, au bord de l'étouffement, interpelle son grand frère. Damien le relâche tandis que son petit frère, Abel Axen, pense qu'il est devenu plus fort depuis la dernière fois. Il a cru que sa gorge allait être brisée. Damien se souvient du moment où son petit frère était mort dans sa vie antérieure. Il resta silencieux un instant et répond à son petit frère qu'il est désolé. Il ne voulait pas le faire du mal, il lui tend la main pour l'aider à se relever, mais Abel le nie et lui répond qu'il n'est pas venu ici pour des excuses. Il a entendu Père dire qu'il était allé à la taverne et qu'il avait reçu des excuses. Mais il a découvert qu'une bagarre avait éclaté et que beaucoup de personnes avaient été blessées. Il est certain que son frère n'a pas pu faire ça. Est-ce qu'il ment à la famille maintenant ? Le garçon lui répond par la négation et lui informe que c'est vrai parce qu'il l'a fait lui-même. Son petit frère se relève brusquement. Il ne peut même pas se battre. Qu'est-ce qu'il raconte ? A-t-il embauché quelqu'un ? Damien lui répond qu'il l'a dit, il l'a fait. Mais Abel lui demande d'arrêter de mentir. Il est peut-être capable de tromper le reste de la famille, mais pas lui. Dans tous les cas, il ne doit plus causer de problèmes qui pourraient faire honte à leur famille, considérant à quel point ils ont dû nettoyer ses dégâts. Le jeune maître caresse doucement les cheveux de son petit frère. Au sein de son esprit, il pense que c'est vrai. Abel a toujours eu une personnalité simple et directe, et c'était quelqu'un qui se souciait de sa famille plus que n'importe qui. Damien lui demande de ne pas s'inquiéter, il n'y aura pas plus de problèmes. Une voix interpelle le jeune maître. Victor se précipite vers eux et lui informe que quelque chose de terrible est arrivé. Il se précipite aussitôt dans la chambre des invités. Son père le remarque tandis qu'un jeune garçon sirotait calmement son thé. Il remarque Damien
et pense que le timing est parfait. Puisqu'il est là, il était justement en train de parler au vicomte à propos de ce qui s'était passé à la salle de banquet. Il demande de le pardonner d'être passé si soudainement. Son père l'a découvert, donc il n'avait pas le choix. Au sein de l'esprit de Damien, il pense avoir une impression, mais il semble qu'il a déjà eu affaire avec ce type, Ewin Lyon-Bloom. Ce dernier pense qu'il se souvient très bien de ce qui s'est passé à la dernière soirée mondaine. Lors de cette soirée, Damien lui a demandé « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Ce dernier lui répond qu'il n'a rien voulu dire par là. S'il a été offensé, il s'en excuse. Quoi ? N'a-t-il pas voulu dire ça ? N'était-ce pas suffisant de se moquer de lui ? Il s'est même moqué de ses yeux, et il ose dire qu'il n'a rien voulu dire. Tout en souriant, Ewin déclare que ce type est vraiment saoul. Quand est-ce qu'il a dit quelque chose comme ça ? Il s'approche du garçon et lui murmure à l'oreille. Que va-t-il donc faire s'il l'a vraiment dit, tout en le traitant de putain d'enfoiré ? À l'époque, Damien aurait dû supporter ses provocations. Mais à la place, il l'a frappé, tandis que ce dernier souriait sous l'impact du coup. Qu'au présent, le garçon pense que c'était étrange qu'il prenne un de ses coups de poing aussi facilement pour quelqu'un qui était quasiment un chevalier à part entière, tout en serrant le poing. Le garçon a donc deviné ce qu'il voulait vraiment. Il interpelle le vicomte Axen. C'est une histoire embarrassante, mais il admire Dame Louise depuis longtemps. Le vicomte lui demande où veut-il en venir. S'il vous plaît, il doit lui donner sa permission pour le mariage entre lui et Dame Louise. Tout le monde dans la pièce est resté bouche bée face à cette déclaration soudaine. Au sein de l'esprit de Damien, il pense que dans sa vie antérieure, il leur a aussi menacés en prenant avantage sur les faiblesses de leur famille. Donc, il vient de nouveau sur ce sujet de cette manière. Ewin leur informe que si on le fait, on peut réduire cet incident à une simple affaire de famille. Alors, l'affront que lui et sa famille ont subi pourra naturellement être négligé. Le vicomte lui répond qu'il ne peut pas autoriser cela. Louise a déjà un fiancé avec lequel elle est en relation. Par conséquent, Ewin s'est interposé avant la fin du discours du vicomte. Alors, comment va-t-il prendre sa responsabilité pour l'affront qu'il a subi ? Est-ce que la maison du vicomte Axen peut gérer la colère de sa famille ? Il doit faire son choix. S'il veut payer le prix pour l'avoir insulté, ou s'il le choisit. Au sein de l'esprit du vicomte, il pense que la famille Lyon-Bloom est une des plus influentes maisons nobles dans le royaume d'Apple. Mais il ne peut pas donner sa fille à cette infâme crapule lubrique. Louise répond que c'est très bien. Elle accepte cette proposition. Son père lui demande de quoi est-ce qu'elle parle. Sa mère lui demande d'attendre. Maman et papa vont trouver une solution. Abel répond à sa sœur que c'est vrai. Alors pourquoi devrait-elle être celle qui prend les responsabilités pour ce qu'il a fait ? Damien pense à sa sœur tandis que cette dernière répond que c'est bon. Elle va suivre Sir Ewin, dans cette vie aussi, à cause de lui. Sa sœur est forcée de se marier. Au sein de l'esprit d'Ewin, il pense que c'est terminé. Il se lève et répond à Dame Louise qu'elle est vraiment sage. Il s'approche d'elle et lui informe qu'il enverra quelqu'un officiellement dans un avenir proche. Alors, on discutera des spécificités. Damien se dresse sur son chemin. Ce dernier demande au jeune seigneur Damien s'il a quelque chose à dire, ou il suppose qu'il devrait l'appeler beau-frère maintenant. Au sein de l'esprit de Damien, il pense que ce bâtard détestable veut ruiner la vie de sa sœur. Sa sœur l'interpelle tandis que ce dernier murmure quelque chose. Qu'est-ce que c'était que ça, beau-frère ? Il ne peut pas l'entendre clairement, mais une droite l'envoie valser dans l'air. À ce moment-là, j'ai dû le supporter, pour le bien de ma sœur et de ma famille. Mais, là, j'ai dit non, enfoiré. Dans sa vie antérieure, lorsqu'il a appris que sa sœur était de retour après un long moment, il s'est précipité afin de la voir. À son arrivée, il interpelle sa sœur, mais une scène terrifiante l'a choqué. Sa sœur s'est fait maltraiter, tyrannisée par Ewin. Ce dernier lui crie qu'elle s'est tellement plaint qu'il lui amène chez lui, et c'est comme ça qu'elle le remercie. Elle vient d'une putain de famille de merde, et elle ose dire qu'elle veut divorcer, sa chère Louise. Il va s'assurer de l'entraîner pour qu'elle ne pense jamais à refaire une telle chose. Il enfile son gant et serre son poing avant de la tabasser violemment.
Tout ça s'est passé sous les yeux de Damien. Il pense que c'est de sa faute, à cause de lui. Louise a été amenée à cet enfoiré d'Ewin Ljungblom. Ce sale bâtard de merde. Il ne lui pardonnera jamais. Au présent, Damien lui répond qu'il a dit non. Tout le monde est choqué par son action soudaine, tandis que 2 gardes se précipitent dans la chambre pour savoir ce qui se passe. Ils remarquent que leur jeune maître est à terre. Ils doutent que Damien ait frappé leur jeune maître. Damien se retourne et remarque les chevaliers d'escorte d'Ewin. Ce dernier se relève et lui demande comment ose-t-il, pas une, mais 2 fois, qu'il a frappé son beau visage. Il dégaine son épée sous le regard choqué du vicomte et de sa femme. Alors comme ça on a des envies suicidaires, beau-frère. Ces chevaliers d'escorte se sont interposés. Ils demandent au jeune maître de se calmer. Ils vont s'en occuper, trop de gens leur regardent en ce moment. Ewin leur demande de dégager. L'un des chevaliers lui répond par la négation. Il doit lui laisser gérer cet enfoiré insolent. Un coup de poing le neutralise. Le jeune maître lui a pourtant dit de dégager. Damien Axen, je te le redemande. Comment comptes-tu arranger la situation ? Au sein de l'esprit de Louise, elle pense qu'Ewin ne va pas laisser Damien s'en tirer. Elle le supplie d'arrêter tandis que Damien est intervenu. Il répond à Louise que tout va bien. Il va s'occuper de tout. Au sein de son esprit, il pense que c'est hors de question qu'elle se sacrifie à nouveau. Et surtout, pas à cause de lui, il demande à Ewin de faire un duel. Ce dernier est surpris tandis que Damien lui informe que c'est un duel à l'épée. Si Ewin gagne, il lui donne ce qu'il veut. Mais s'il gagne, Ewin doit oublier tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce dernier pense que cette proposition ne lui apporte rien du tout. En plus, Mademoiselle Louise a déjà dit qu'elle acceptait. Damien lui demande pourquoi l'évite-t-il à ce point. Ne lui dit quand même pas qu'il a peur de lui. Au sein de l'esprit d'Ewin, il pense que ce sale bâtard a réussi à lui mettre un coup. Et voilà qu'il se la pète. Lui qui se demandait comment il allait pouvoir lui faire payer. Ça tombe à pic. Pendant qu'il y est, il va le rendre infirme et la récupérer. Il répond au garçon qu'il accepte ce duel. À l'extérieur du manoir, ils se sont tous rassemblés tandis que les 2 combattants se tiennent face à face. La femme demande à son chéri si on ne devrait pas essayer de les arrêter. Le père pense qu'il a l'air confiant. Damien doit avoir quelque chose en tête. Sinon, il ne reste plus qu'à espérer qu'un miracle se produise. Au sein de l'esprit d'Abel, il pense que son père se trompe. Il ne doit pas s'attendre à l'arrivée d'un miracle. Ewin Ljungblom a déjà le niveau d'un chevalier accompli. Damien n'a absolument aucune chance de l'emporter. Ewin lui demande comment compte-t-il se battre. Il n'a même pas d'épée. Damien lui demande de ne pas s'en faire pour lui. Ça suffira largement pour le battre. Ils étaient tous perplexes de constater que Damien utilise une fourchette comme son arme. Ewin rigole face à ça, on dirait que la peur l'a fait perdre la boule. Il se précipite et ne compte pas y aller doucement avec lui. Le garçon esquive son attaque, tandis que ce dernier se met en rogne. Dans ce cas, il continue son enchaînement avant de lancer sa technique d'épée féroce du rugissement du lion. Lorsque la fumée commence à se dissiper, cette dernière laissa place aux traces d'épée, tandis que Damien est ressorti indemne. Les chevaliers ne s'attendaient pas à ça. Ils se demandent comment l'a-t-il désarmé. Ewin ne pouvait pas contenir sa rage. En une fraction de seconde, il a esquivé toutes les techniques de son épée du rugissement du lion. Au sein de l'esprit de Damien, il pense qu'il a bien fait de s'entraîner. Ewin est ébranlé en plus. Damien a déjà complètement analysé le style de l'épée du rugissement du lion. Avant sa régression, il avait déjà affronté et battu son frère, Michael Ljungblom, lors d'une bataille au sommet. Pas moyen que lui, à son niveau, ait pu surpasser son frère. Il observe le garçon tandis que ce dernier pense qu'il a eu de la chance de tout éviter. Voyons voir s'il pourra éviter ça. Au sein de l'esprit de Damien, il pense que ça va être dur d'éviter ça. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ewin se précipite, prêt à terrasser son ennemi. Au sein de l'esprit de Damien, il pense qu'une technique d'épée sacrée serait la plus appropriée. Une explosion retentit tandis qu'Abel, ainsi que sa sœur, sont curieux de savoir ce qui se passe. Ewin remarque que son attaque a été bloquée. Il est surpris de constater qu'une fourchette était la cause. Damien utilise une technique secrète nommée 10 000 flots retournant à leur point d'origine pour désarmer Ewin.
Il se précipite aussitôt pour lui faire ses adieux avant de lui trancher le cou. Après lui avoir fait ses adieux pour lui trancher la gorge, tout le monde était choqué tandis que les chevaliers d'escorte interpellent leur jeune maître. Damien lui a fait une coupure sur le cou avec sa fourchette, tandis qu'Ewin est troublé par ce qui vient de se passer. Au sein de l'esprit de Damien, il pense qu'au vu de ce qu'il a fait, même le buter des dizaines de fois ne suffirait pas, mais cette fois-ci, il va laisser passer pour le bien de sa famille. Alors, qu'en dit-il ? Le résultat du duel lui a l'air plus que clair. Est-ce qu'il a quelque chose à redire ? Alors, comme promis, il doit dégager. Quelque temps plus tard, lors du dîner familial, Damien leur remercie pour le repas. Il se lève et leur informe qu'il va s'entraîner avant de quitter la salle. Un silence s'est installé tandis que la mère interpelle son chéri. Ne va-t-il vraiment rien lui demander à propos de ce qui s'est passé hier ? Quant à Abel, il est un peu traumatisé, il n'arrive toujours pas à y croire. Son frère, qui était aussi faible que lui, a vaincu le grand Ewin Lionblum si facilement. C'est comme s'il était devenu une autre personne du jour au lendemain. La femme chuchote à son mari qu'Abel a aussi l'air choqué. Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Le père leur répond que « ça suffit. Pour le moment, on va prétendre ne rien avoir remarqué. Le moment venu, il leur dira tout lui-même. » Sa femme l'interpelle, mais au sein de son esprit, il pense qu'honnêtement, il crève d'envie de savoir. Mais pour une raison qu'il ignore, il sent qu'il ferait mieux de ne pas s'en mêler. C'est son fils, mais il lui fait peur. Damien met un sac de sable de 10 kg. Il pense que c'est bon maintenant. Il est temps d'y aller. Une personne l'interpelle. Ce dernier remarque que c'est sa sœur. Cette dernière remercie Dieu, puisqu'il n'est pas encore parti. La fille, d'un air gêné, voulait lui parler à propos d'hier. Le garçon la regarde et pense qu'il devrait s'excuser pour ce qui s'est passé. Il s'incline et répond à sa sœur qu'il est désolé. Il a agi de manière irréfléchie et l'a mis dans une situation difficile. Il aurait dû s'excuser bien plus tôt. Il fera en sorte que ça ne se reproduise plus. La fille lui répond qu'elle n'est pas venue pour ça, tout en touchant l'épaule de son frère pour le relever. Elle voulait le remercier. En fait, elle avait très peur. Même si elle a dit qu'elle suivrait Ewin, au fond d'elle, elle ne voulait pas le faire. Au sein de l'esprit de Damien, il pense que Louise a raison. C'était prévisible. La fille pense que lui, Damien, il s'est battu pour lui. Elle était désolée, mais également très heureuse. C'est pour ça qu'elle tenait vraiment à le remercier. La fille le remercie encore une fois tandis que Damien la regarde et sourit un peu. Il répond à sa sœur que c'est plutôt lui qui devrait la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Il la remercie, puis se retourne. Il pense que ce n'est rien. Bon, il faut qu'il y aille. La fille l'interpelle, elle lui demande de prendre ça avec lui. Le garçon se retourne et lui demande si ce n'est pas le seul et unique bien précieux de père. La fille lui répond que son père lui a dit de le la donner. Il a dit qu'il pouvait s'en servir pour l'entraînement. Le garçon lui demande si c'est pour lui. La fille lui répond que père est peut-être mauvais pour s'exprimer, mais pas une seconde ne passe sans qu'il l'aime, et ne s'inquiète pour lui. C'est pour ça qu'il lui a dit de le passer ceci. Dire qu'un foutu baron trouve le moyen de combattre avec une fourchette faute d'avoir une épée sous le coude. Damien pense qu'elle l'imite vraiment bien. Le garçon dégaine l'épée et remercie son père au fond de son cœur. Le père éternue soudainement et se demande pourquoi ce frisson tout d'un coup. Lorsque le soir est arrivé, une énergie maléfique commence à s'approcher du manoir tandis que 2 gardes surveillent l'entrée. Un garde pense que son ami va se disloquer la mâchoire à ce rythme. L'énergie s'approche d'eux, tandis qu'un garde la remarque au dernier moment. Mais c'était trop tard. La porte principale du manoir se fait ouvrir, tandis que l'énergie commence à se fusionner avant de laisser place avec une silhouette humaine. Cette dernière commence à pénétrer dans tout le manoir, tandis que les membres de la famille dorment tranquillement. La silhouette s'approche d'une chambre et a immédiatement ouvert la porte. À l'intérieur, Louise dort tranquillement tandis que l'homme s'approche de lui. L'homme tout excité pense que cette beauté doit venir dans ses bras. Il est venu à la demande du serpent noir, mais c'est une trouvaille inespérée. « Hé, toi !» L'homme est figé un peu, tandis qu'une personne lui demande ce qu'il fout. Après avoir demandé à l'homme ce qu'il fout. Ce dernier était figé par son apparition soudaine.
Le garçon a ressenti une étrange énergie, alors il est venu vérifier, et on dirait qu'un type bizarre est vraiment là. L'homme resta silencieux. Au sein de son esprit, il pense qu'il est pourtant sûr d'avoir endormi tout le monde par magie. Pourquoi ce gars n'est-il pas affecté ? Et il ne l'a même pas senti s'approcher. Il se retourne avant de lancer son attaque surprise. Le garçon esquive, tandis que l'homme lui demande qui est-il. Le garçon lui répond que c'est plutôt lui qui devrait poser la question. C'est sa maison après tout. L'homme lui demande s'il serait par hasard Damien Axen. Le garçon lui répond que c'est exact. Alors il est temps qu'il l'explique qui il est et ce qu'il essayait de faire à sa sœur à l'instant. Veut-il bien parler ? Des gens qui se réveillent demandent ce qui se passe. Ils pensent que ça vient de la chambre de mademoiselle Louise. Au sein de l'esprit de l'homme, il pense que les domestiques se sont réveillés à cause de l'explosion. Cela sera gênant si trop de gens voient ça, pas le choix. Alors, il utilise sa capacité afin de quitter les lieux. Le garçon lui demande de s'arrêter immédiatement, mais ce dernier ne se soucie guère de ses paroles. Le garçon pense qu'il l'a perdu, mais quelque chose attire son attention. Le garçon a remarqué que cette énergie lui est familière. Au lever du soleil, un homme demande ce qu'ils vont faire. Le cheval de valeur est mort. Qu'est-ce qu'il va dire au baron ? Il va être furieux. Un homme pense que c'est insensé. Il allait parfaitement bien hier encore. Son ami lui répond que c'est clair. Il est tout aussi paumé. L'apparition soudaine de Damien leur ont fait peur. Le garçon avait un mauvais pressentiment, mais une personne interpelle son seigneur tout en bégayant. Le garçon leur répond qu'ils n'ont pas besoin d'être nerveux. Il voulait juste vérifier quelque chose. Il ne leur blâmera pas, mais il a besoin qu'ils s'éloignent un moment. Une fois seul, le garçon posa la paume de sa main sur le cheval. Il a suivi la trace de celui qu'il a raté hier soir et il a trouvé un cheval mort dans l'écurie. Aucun doute. Cette aura troublante, c'est clairement de la magie noire. Ce qui signifie que ce type est un mage noir. On dirait que la famille n'est pas au courant. Pas besoin de les inquiéter inutilement. Le garçon se retourne, prêt à traquer l'énergie démoniaque. Dans un endroit inconnu, une grotte est visible, et à l'intérieur se trouvait le mage noir. Ce stupide chef du serpent noir lui a vraiment tout apporté. Il a juste dit que c'était des ingrédients pour une malédiction. Avec tout ça, il n'aura pas besoin de matos avant un bon moment. Mais bon, il doit vieillir. Faire des boulots miteux comme ça juste pour de l'argent de poche. Il n'a pas le choix avec ces types du culte à ses trousses. Il va devoir rester discret un moment. Une personne fait son entrée dans la grotte et pense que l'endroit est d'une puanteur sans précédent. Voilà pourquoi les vieux ne devraient pas vivre seuls trop longtemps. Ils pourraient peut-être aérer un peu. Non. Lui, l'héritier de la maison Axen. Comment l'a-t-il retrouvé ? Le garçon lui répond qu'il a suivi sa puanteur répugnante. L'homme lui répond qu'il a entendu dire qu'il s'était frotté au serpent noir. Donc il n'est pas juste un gosse pourri gâté. Le garçon lui répond qu'heureusement qu'il est resté sur ses gardes. On ne sait jamais qui peut débarquer. Il doit bosser pour le serpent noir, pas vrai. L'homme lui répond qu'ils lui ont dit de faire un max de mal à sa famille. Le garçon sourit et pense que c'est pathétique. Accepter ce genre de boulot et maintenant il va mourir. Quoi ? Il est marrant lui. Il ne va pas s'ennuyer à le torturer et le garder comme compagnon de discussion. Le garçon lui répond qu'il est désolé, mais ça risque d'être un peu compliqué. Il a juré dans cette vie de ne tuer que si c'est nécessaire. Mais il y a une exception, et ce sont les sales mages noirs comme lui. Alors l'a-t-il aussi deviné ? Il n'est pas normal. Mais s'il s'enfuit maintenant, il est foutu. Il doit crever, tout simplement. Le garçon esquive ses attaques et s'apprête à le trancher. L'homme remarque qu'il est trop tard pour esquiver, tandis que le garçon le trancha. L'homme utilise son énergie démoniaque et commence à rire bruyamment. Le garçon remarque que son corps tranché se régénère. C'est donc ce pouvoir qu'il a vu au manoir. Il est plutôt doué pour quelqu'un qui accepte des boulots aussi minables. L'homme lui dit que ce genre d'attaque ne marchera pas, mais avant même de terminer sa phrase, le garçon le trancha tandis qu'il s'évapore. Dans ce cas, il va le réduire en poussière. L'homme pense que c'est pas mal. Ça explique son attitude arrogante. Mais quand même, le moment où il a franchi ce seuil, il était déjà un homme mort.
Le garçon se retourne, tandis que sa main droite s'est fait neutraliser, alors que des créatures étranges s'apprêtent à le dévorer. L'homme lui informe qu'il a posé des enchantements partout ici, pour le cas où le culte le poursuivrait. Le garçon pense que ça peut devenir très dangereux, tandis que l'homme pense qu'il va regretter de s'être frotté à un commandant Yulan, pourri, et crève jusqu'au dernier morceau de ton corps. Après avoir dit au garçon de regretter d'avoir défié un cadre de Yulan. L'énergie démoniaque commence à l'envelopper jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. L'homme a repris sa forme d'origine, et traite le garçon de petite merde arrogante. Il a cherché sa propre mort. Il se souvient que le boss du serpent noir lui a dit que plus le résultat est extrême, plus la paye sera haute. Le mage noir pense que techniquement, il a bel et bien accompli la demande. Maintenant que la nuisance est éliminée, la femme qu'il a vue hier, une voix retentit. Est-ce une malédiction de putréfaction ? L'homme qui s'est fait interrompu se retourne. À sa grande surprise, le garçon s'est libéré facilement de son emprise. Le mage noir lui demande comment se fait-il qu'il n'ait rien. Comment a-t-il pu bloquer sa magie ? Qui sait ? Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'honnêtement, il est aussi surpris. Comment se fait-il que l'autorité ait pu s'activer ? Dans sa vie antérieure, Dor a créé l'autorité que l'on nomme le pouvoir des dieux. Il se retourne et interpelle son chevalier de la mort. Il lui a donné le meilleur des corps et lui a incrusté de sorts extraordinaires. Pourtant, il n'est toujours pas satisfait. Il va être son épée ultime et l'incarnation du mal le plus pur. Dor se fait une petite coupure dans la paume de sa main, par conséquent, il lui transmet tout son pouvoir pour faire de lui l'arme ultime. Dor regarde l'autorité tandis que cette dernière explose aussitôt. Il se concentre et commence le rituel d'initiation, tandis que le chevalier de la mort se tienne au milieu. Dor a remarqué la puissance écrasante, tandis que l'autorité commence à fusionner avec tout son corps et son âme, avant de libérer une puissante lumière aveuglante. Dor pense qu'en fin de compte, la voilà, l'autorité des dieux. Au présent, le garçon pense que c'est bel et bien l'autorité de cupidité qu'il a obtenue du temps où il était chevalier de la mort. Il a cru qu'avec sa régression, elle avait elle aussi disparu. Le mage noir lui lance une attaque surprise. Le garçon esquive de justesse. Le mage noir lui demande de répondre. Comment a-t-il pu survivre à sa magie ? Le garçon lui répond que tout le monde garde des atouts cachés. Au sein de son esprit, il pense que ce type a dit qu'il était un cadre de Yulan. Il a entendu parler de Yulan. C'est une organisation qui se spécialise dans l'assassinat en utilisant la magie noire. C'est pas étonnant qu'il soit compétent. Au sein de l'esprit du mage noir, il pense qu'il a un mauvais pressentiment. Prolonger le combat pourrait s'avérer risqué. Autant en terminer maintenant. Il gardait ça pour faire face au culte, mais il va devoir l'utiliser maintenant. Son bracelet commence à rayonner tandis qu'il commence à accumuler de l'énergie tout en se concentrant. Le garçon a remarqué la grosse quantité de mana noir. Il pense que ce bracelet doit être un artefact qui stocke et relâche le mana. Le mage noir ne sait pas comment il a bloqué sa magie, mais il ne pourra jamais faire face à ça. Il lui demande de brûler dans les flammes de l'enfer, tandis que son attaque s'apprête à tuer le garçon. Le mage noir pense que c'est terminé. Le garçon a été confronté aux flammes inextinguibles des enfers, il mourra après une longue agonie. Le jeune maître croit qu'il se trompe lourdement. Le mage noir est choqué. Le jeune maître lui informe que l'autorité de cupidité ne repousse pas les sorts, mais absorbe entièrement le mana noir. Le mage noir lui demande comment peut-il posséder un pouvoir aussi extraordinaire. Le jeune maître lui répond que ce ne sont pas ses affaires. Il doit se dire simplement qu'il a un meilleur équipement. Au sein de son esprit, il pense qu'il a envie de vomir. Dire qu'il utilise un pouvoir accordé par celui qu'il déteste le plus au monde. Mais s'il veut s'occuper de la menace qui se trouve en face de lui, il va devoir se servir des techniques de chevalier de la mort. Le mage noir a remarqué la lame d'aura. Seuls ceux ayant atteint le rang de maître épéiste peuvent s'en servir. Comment peut-il l'utiliser ? Il demande au jeune maître d'attendre. Mais ce dernier tient fermement son épée avant de lancer sa technique, nommée lame séparatrice. Le mage réalise qu'il est trop tard pour esquiver, tandis que la grotte ne pouvait supporter l'attaque de Damien. Elle commence à s'effondrer tandis que le titan est resté debout. Après l'effondrement de la grotte, le garçon demande au mage noir de parler avant de mourir. De cette façon, il lui réduira la douleur.
Donc, où est la planque des serpents noirs? Quelque temps plus tard, dans la ville commerciale de Landwalk, à l'intérieur d'une calèche, Victor demande au jeune maître ce qui va se passer cette fois. Pourquoi retourne-t-il à Landwalk? Ce dernier répond à Victor, son plus fidèle serviteur, de rester silencieux s'il a décidé de le suivre. Victor pense que son visage est rayonnant, mais le livre qu'il est en train de lire est un peu sinistre. Sur quoi se concentre-t-il? Ceci est un livre de magie noire. Il l'a acquis récemment en tuant cet enfoiré de mage noir. Victor pense qu'il blague encore. Même s'il est un ignorant qui ne sait pas lire, il sait à quel point c'est dangereux et difficile d'obtenir un livre de magie noire. Mais quelle est cette odeur depuis tout à l'heure? Victor se retourne, tandis que la calèche s'est arrêtée. Le jeune maître lui informe qu'ils sont arrivés. Il demande à Victor de lui rendre un petit service. Victor, un peu hésitant, lui demande ce que c'est. Le jeune maître lui informe que c'est une tête. Le garçon est resté silencieux un instant. « Jeune maître, je vous l'ai dit, peu importe ma stupidité, faire des blagues comme ça c'est. » Le garçon n'en pouvait pas terminer sa phrase. À l'intérieur du sac se trouve quelque chose de terrifiant. Il le balance aussitôt, tandis que Damien l'attrape sans difficulté. Victor interpelle le jeune maître, mais ce dernier lui demande de se calmer. Des gens les regardent. Victor demande au jeune maître ce que c'est. Ce dernier répond à Victor qu'il lui expliquera plus tard, mais il y a quelque chose qu'il doit faire pour lui avant. Il doit le livrer à l'endroit qu'il lui a indiqué. Comme ça, il n'y aura pas de problème plus tard. Quant à Victor, il pense que c'est problématique. Devant le quartier général du Serpent Noir, 2 hommes montaient la garde. Une personne s'avance vers eux et pense qu'ils doivent sûrement vivre une belle vie pour une bande d'enfoirés de gangsters. Il traite le garçon de bâtard et lui demande « Qui est-il » ? « Je suis Damien Haxen, du vicomté Haxen. » L'un d'eux pense que ce nom lui rappelle un jarret de porc. Qu'est-ce qu'il fout à dire son nom complet comme ça? En l'observant attentivement, il demande à son ami d'attendre. Il croit que c'est le mec dont le patron parlait, donc ils savent déjà qui il est. Il a des affaires à régler avec leur patron. Ils doivent se décaler. Oh, vraiment? Alors vas-y, rentre. Le garçon pense qu'ils sont surprenamment raisonnables. L'un d'eux prend son arme et tire aussitôt. Le garçon est un peu confus tandis que le borgne lui demande si c'est ce qu'il pensait qu'il allait dire. Des assassins se dirigent aussitôt vers eux. Le garçon lui demande ce qu'il a fait. Le borgne lui répond que ce n'est rien d'autre qu'un cadeau de bienvenue de la part du boss. Le garçon remarque qu'il s'est fait encercler de tous les côtés. Il esquissa un sourire et pense qu'ils vont le regretter. À l'intérieur, un homme sirote calmement son alcool et pense que grâce à Cédric, ils vivent un grand moment aujourd'hui. Cet homme est le gouverneur de Landwalk. Son nom est Sébastien Baker. Un homme sous l'effet de l'alcool demande un autre verre. Il est le chevalier gardien de Landwalk. Il répond au nom de Robert. Le chef du Serpent Noir pense que l'honneur est pour lui, puisqu'ils s'amusent tous les deux. Le gouverneur pense qu'il a raison. Le chef du Serpent Noir l'informe qu'il serait reconnaissant s'il le visite à sa guise. D'ailleurs, Cédric, à propos des entreprises que les autres organisations possédaient. Je pense que le Serpent Noir peut très bien les gérer. Le boss lui demande s'il est sérieux. Le gouverneur pense qu'il est vrai. Les Serpents Noirs devraient gérer tout le domaine de divertissement. Le boss en est heureux, mais il se demande si les autres ne vont pas s'y opposer. Le gouverneur pense qu'il peut simplement les supprimer avec son autorité. Le chevalier lui informe qu'il se sent mal, qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour aider. Le boss du Serpent Noir lui répond que rien que protéger la ville est quelque chose dont il lui est reconnaissant. Ce n'est pas facile de maintenir l'ordre dans une grande ville telle que Landwalk. Il savait qu'il était humble, mais il n'a pas besoin de se rabaisser autant. Le chevalier pense qu'il dit vrai. Le gouverneur lui informe que s'il a besoin de quelque chose, il doit juste le dire. Ce dernier s'incline et présente ses remerciements à tous les deux. Un sourire malicieux se dessine sur son visage. Il pense que la courbette devant des ordures comme eux va bientôt se terminer quand les serpents noirs auront complètement pris le contrôle de la ville. À ce moment-là, ce seront eux les enfoirés qui feront des courbettes devant lui. Une personne se précipite aussitôt dans la chambre, tout en interpellant le patron. Ce dernier lui demande ce qui se passe. Ne voit-il pas qu'il y a des invités? Le subordonné lui répond qu'il est désolé. Il est venu pour lui faire un rapport. Le boss quitte aussitôt la table et lui demande de cracher le morceau.
Le subordonné s'avance vers son oreille pour lui transmettre l'information. Le boss crie aussitôt le nom de Damien Axen. Au sein de son esprit, il se demande ce que fout ce putain de mage noir. C'était une bonne chose de prévenir ses subordonnés en avance. Le boss lui répond qu'il a compris. Il peut disposer. Le subordonné lui demande de l'excuser, mais est-ce que c'est une bonne idée de le laisser tranquille ? Le boss lui demande pourquoi il s'inquiète tant. Il est juste en train de se diriger vers sa propre tombe. Le garçon boit une potion et se met aussitôt à l'assaut. Il pense que cela ne se déroule pas comme il le prévoyait, mais quelqu'un lui doit une faveur, donc il ne va pas s'inquiéter. Le boss est mécontent. Il est sorti à cause de ce mauvais pressentiment. Il se demande comment une chose pareille a-t-il pu arriver. Est-ce que ce gars a tout fait seul ? Il demande à son subordonné s'il est sûr que le garçon a dit qu'il s'appelle Damien Axen. Le subordonné le confirme. Au sein de l'esprit de l'homme, il pense que les rumeurs disent que ce n'est qu'un bon à rien. Il ne pensait pas qu'il serait aussi fort. Ne lui dis pas que même le mage noir qu'il a envoyé s'est fait laminer. Ça ne va pas du tout. Il doit demander du renfort. Son subordonné l'interpelle, mais le boss l'ignore complètement. Le personnage principal remarque qu'il est visé par quelque chose. Il se demande si c'est un objet fait avec de la magie. L'un des mages lui traite de monstre. Ils vont voir s'il peut bloquer ça. Le mage fait apparaître du feu et le dirige vers notre protagoniste. Ce dernier se concentre tandis que les mages lui traitent d'abruti. Comptent-ils vraiment bloquer leur flamme avec une épée ? Le garçon commence par manier son épée tout en utilisant sa technique secrète, nommée dispersion du flux, avant de leur retourner la même attaque, ce qui a pour effet de provoquer une explosion alors que les mages sont tous brûlés. Le garçon suppose qu'il a terminé ici. Maintenant, il va voir à quoi ressemble ce fameux boss. Le garçon n'a pas pu terminer sa phrase qu'il a senti quelque chose. Il se retourne au dernier moment et évite l'attaque de justesse. Le garçon pense que l'aura de cette personne est si intense qu'elle pique la peau. L'homme se demandait quel genre de salaud causait tout ce chaos. On dirait bien qu'ils ont affaire à un jeune bâtard qui se surestime. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que si son énergie est à ce niveau-là, il doit sûrement être un chevalier officiel. Une personne demande à haute voix qui ose semer le chaos en pleine ville. Lui, Sébastien Baker, gouverneur de Landwak, va le punir. Le punir ? Et pourquoi ça ? Le gouverneur lui répond qu'il est vraiment sans honte. Se rend-il compte de l'impact du bazar qu'il a causé ? Non seulement il a menacé un honnête commerçant comme le boss Cédric, mais il a aussi attaqué son établissement et blessé des dizaines d'employés innocents. Une personne qui observe la scène se demande depuis quand ce voyou est un commerçant. Son ami lui répond qu'on l'entend. Le gouverneur pense que c'est un crime grave, qui ne sera jamais pardonné. Au sein de l'esprit du boss, il pense que maintenant, peu importe l'imprudence du garçon, il n'osera pas blesser quelqu'un protégé par le gouverneur de cette ville. Le garçon lui demande si c'est donc lui, le boss du serpent noir. Il pense qu'il l'a enfin trouvé. Au sein de l'esprit du boss, il pense que ce morveux est vraiment arrogant. Au sein de l'esprit de Damien, il se doutait que le serpent noir avait des liens avec les autorités locales, mais là, c'est carrément un culte. Le garçon répond au gouverneur qu'il est très drôle. Appelle-t-il des ordures ? Comme le boss du serpent noir, des respectables hommes d'affaires. On dirait que le jugement du gouverneur est pourri. Ce dernier lui demande de la fermer. S'il demande pardon immédiatement, son cœur généreux pourra peut-être alléger sa peine. Le garçon lui répond qu'il ne peut pas s'excuser pour un crime qu'il n'a pas commis. Le gouverneur pense que c'est une honte de parler ainsi. Maintenant ça suffit. Il essayait d'être indulgent vu son âge, mais il ne doit pas venir se plaindre de ce qui va suivre. Il interpelle Sir Robert. Ce dernier s'avance prêt à donner une bonne leçon au garçon. Il est Robert, le chevalier gardien de la ville. Il doit déposer son arme et se rendre immédiatement. Le garçon ne s'attendait pas à voir débarquer le chevalier gardien de la ville. Le chevalier pense qu'il est un drôle de type. Ses paroles disent une chose, mais ses yeux ne montrent aucune peur. Est-il courageux ou juste idiot ? Le garçon lui répond qu'il est confiant. L'homme esquissa un sourire et pense qu'il est juste idiot. L'homme l'attaque aussitôt tandis que le garçon esquive de justesse. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'il a dit tout ça. Mais la vérité est qu'il est encore trop fort pour lui. À ce stade, il doit juste tenir bon
jusqu'à ce que le bon timing arrive. Le garçon prend une position défensive, tandis qu'il reçoit une attaque de plein fouet. Il profite de ce moment pour regagner son équilibre, et pense que même s'il en a dévié la majeure partie, cette puissance reste énorme. Le garçon se demande si elle n'est pas encore arrivée. Le chevalier se précipite vers lui et lui demande ce qui le distrait. Le garçon remarque qu'il est rapide et ne pense pas pouvoir esquiver. Une personne est intervenue au moment critique et a bloqué l'attaque du chevalier avant de le désarmer. Tout le monde est choqué, tandis que le chevalier lui demande de s'identifier. Une main enlève la capuche, ce qui révèle la présence d'une beauté époustouflante. Il pense que c'est impossible. Cette tenue, c'est forcément un chevalier sacré. Une personne interpelle le jeune maître. Ce dernier lui répond qu'il a mis du temps. Victor lui répond qu'il est arrivé. Au sein de l'esprit du boss, il se demande que peut bien faire une paladine ici. Si elle est là, ça veut dire que l'ordre est intervenu. Il est impossible qu'il soit vraiment au courant qu'il a fait affaire avec un mage noir. Victor demande au jeune maître s'il va bien. Ce dernier lui répond par la négation. Il a cru mourir d'ennui en l'attendant. Au sein de son esprit, il pense qu'enfin il y a un paladin de l'ordre, mais bon, on dirait que Victor a effectué la mission qu'il l'a confiée avec ardeur. Victor lui répond qu'évidemment, il n'est peut-être pas doué pour les grandes choses, mais il est confiant quand il s'agit de faire des courses. Quelques heures plus tôt, à l'intérieur d'un temple, les fidèles prient leur Dieu, tandis que la silhouette d'une personne fait aussitôt son entrée. Une fille se retourne tandis que Victor lui demande si c'est bien la branche locale de l'ordre sacré. La fille lui répond par l'affirmative et lui demande si elle peut l'aider. Victor l'informe que son jeune maître l'a dit de délivrer ceci à l'ordre le plus rapidement possible. Il a dit que c'est une preuve concernant un individu ayant conspiré avec un mage noir. La fille lui demande s'il peut lui montrer cette note. Le garçon acquiesça. Cette énergie qu'elle ressent, aussi faible soit-elle, c'est sans aucun doute de la magie noire. En plus, ce symbole, la fille n'a pas pu terminer sa phrase. Elle saisit aussitôt le sac et se demande si se pourrait-il qu'elle l'a enfin trouvé. Le cadre de Yulan, Agito, alors. Où se trouve la personne qui l'a remis ce carnet actuellement? Au présent, la fille demande au jeune maître s'il est Damien Axen. Le jeune maître le confirme. La fille l'informe qu'elle a bien reçu les preuves qu'il a envoyées. À partir de maintenant, l'ordre va se permettre d'intervenir. Damien lui répond que c'est bien. Ils ne peuvent pas interférer avec les actions de l'ordre sacré. Ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent. La fille le remercie. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que pour le moment, tout se passe selon le plan. L'ordre sacré est une organisation qui souhaite passer toute leur vie au service de Dieu. Et bien qu'ils soient des êtres qui accordent une bienveillance et une miséricorde infinie aux gens ordinaires, lorsqu'il s'agit de juger les hérétiques et les démons, ils brûleraient même leur propre âme sans hésitation. En vérité, ils sont un groupe de fanatiques. Et l'unité d'élite, chargée de faire respecter leurs croyances, n'est autre que l'unité des paladins. Et ces fameux paladins se trouvent être de son côté. La fille demande à tous les citoyens et soldats de bien l'écouter. Leur ordre a reçu un rapport comme quoi ici, à Landwalk, un certain individu aurait collaboré avec un mage noir recherché. Un citoyen dit à son ami qu'ils ont parlé d'un mage noir. Son ami lui demande qui ici aurait bien pu collaborer avec l'un de ces enfoirés. Ça le dégoûte. La fille déclare que de ce fait, le temps qu'ils identifient les individus concernés, la gestion de la ville sera assurée par leurs ordres. Le gouverneur lui demande quelle est la signification de tout ceci. Landwalk est une cité dont l'autonomie a été reconnue par le royaume. Comment l'ordre peut-il bafouer son autorité pour s'emparer de la ville? À lui, le gouverneur. La fille informe au gouverneur Sébastien que juger les hérétiques est la volonté de Dieu. L'autorité de leur ordre prévaut sur celle du royaume. Le gouverneur lui demande comment ose-t-elle. Il enverra une réclamation auprès de l'ordre. Et plus important encore, lui et ses chevaliers gardiens sont les principaux suspects. Le gouverneur lui demande de quoi est-ce qu'elle parle. Pourquoi se serait-il associé à un mage noir? Elle désigne le boss du serpent noir et lui informe que cet homme est précisément celui qui a caché et même soutenu un mage noir.
L'acte de protéger une telle personne est en lui-même suffisant pour qu'ils aient des soupçons. Le gouverneur demande à Cédric si elle dit la vérité. Le boss lui répond par la négation. Pourquoi aurait-il fait une telle chose? Ce sont des calomnies. La fille leur informe qu'elle en a la preuve, et malgré ça, il la nie. Dans ce carnet, Cédric Walker, il y a une liste des objets qu'il a procurés aux mages noirs ainsi que leur lieu d'obtention. Ils auront simplement à le confirmer en comparant avec l'historique de vente des magasins. Au sein de l'esprit du boss, il se demande « Pourquoi ce sale fils de pute de mage noir a écrit tout ça en détail ?» Alors que les chevaliers s'apprêtent à les arrêter. Le boss leur informe que tout ça n'est qu'un énorme malentendu. Il n'a jamais rien fait de près ou de loin qui implique un mage noir. La fille pense que ça, ils le découvriront une fois l'enquête terminée. Elle demande de les embarquer. Le boss demande de ne pas le regarder. Le gouverneur demande à un chevalier de ne pas poser ses sales pattes sur lui. Il remarque le personnage principal, tandis que ce dernier lui fait un petit sourire. Au sein de son esprit, il n'arrive pas à croire que cet enfoiré ait tout prévu depuis le début. Il ne peut pas se laisser entraîner de la sorte. Qui sait ce qui pourrait bien lui arriver une fois capturé par ces fanatiques? Le boss du Serpent Noir demande à Robert s'il compte vraiment se rendre sans opposer de résistance. Ces enfoirés sont assez corrompus pour arrêter les gens pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Il interpelle à nouveau Sir Robert, tandis que ce dernier resta silencieux. Il pense qu'en effet, s'il se laisse arrêter de la sorte, il finira juste par crever de la main de ces enfoirés. Il se libère d'eux, et se précipite avant d'attraper son arme prêt à tous les tuer pour se barrer d'ici. Le boss est content tandis que le garçon pense qu'il a commis une grosse erreur. La fille esquive son attaque et pense que c'est une stupidité de sa part avant de l'asséner un puissant coup qui transperce son corps. Le boss ainsi que le gouverneur sont choqués tandis que Damien resta impassible. La fille déclare que quiconque d'autre veut interférer avec la volonté de Dieu, peu importe qui il est, ils le jugeront conformément à la volonté de Dieu. Le boss du Serpent Noir s'est fait arrêter tandis que le gouverneur demande de le lâcher tout en les traitant d'espèces de connards. Victor demande au jeune maître si cet homme est le fameux boss du Serpent Noir. Le jeune maître le confirme. Victor pense qu'il n'a pas l'air si impressionnant pourtant. C'est un gros lard comme lui. Au sein de l'esprit du boss, il ne s'attendait pas à finir aussi pathétique à cause d'un gamin comme lui. Le garçon pense que grâce à la fille, tout s'est réglé proprement. Au sein de son esprit, il s'y attendait, mais elle est plus forte qu'il ne le pensait. D'après l'état du pouvoir divin de cette femme, c'est probablement une disciple de la Flamme Azur. Brigandine de la Flamme Azur est l'un des 5 grands saints, réputé d'être le plus puissant de l'ordre, connu pour avoir abattu d'innombrables hérétiques. Une voix interpelle Damien Axen. La fille pense que c'est difficile d'exprimer à quel point elle est reconnaissante pour son travail en neutralisant un officier de Yulan. Le garçon lui répond qu'il a seulement fait ce qui devait être fait. La fille l'informe que cette fois, en reconnaissance de sa contribution, elle ne le tiendra pas responsable de ses péchés. Le garçon lui répond qu'il n'est pas sûr de comprendre. N'a-t-il pas fait appel à l'ordre pour couvrir le fait qu'il ait attaqué le Serpent Noir? Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'elle est très perspicace, dire qu'elle arrive à décrypter son intention si facilement. Le garçon se prosterne et s'excuse s'il l'a offensé. Ce salaud de mage noir n'a pas seulement maudit leur terre, mais il a aussi tenté de nuire à sa famille. La fille est un peu touchée par ce qu'il vient de dire, et resta silencieuse un instant. Dans ces circonstances, elle ne peut plus l'en tenir responsable. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'elle est beaucoup plus souple que sa réputation ne le dit. La fille l'informe que la prime sur la tête d'Agito sera versée dès que possible. Le garçon lui demande à combien elle s'élève. La fille l'informe qu'elle s'élève à 1000 pièces d'or. Victor pense que c'est suffisant pour acheter un petit château, tandis que le jeune maître pense à autre chose. Il demande à la fille si c'est possible d'avoir quelque chose d'autre à la place. Au sein de l'esprit de Victor, il pense que c'est insensé de refuser ça après toute la richesse que le jeune maître a gaspillée. La fille lui répond que c'est possible, mais que désire-t-il? Le garçon l'informe qu'il aimerait obtenir une méthode de cultivation du mana de l'ordre. La fille ne comprend pas. Un homme capable d'anéantir seul le Serpent Noir a besoin d'une méthode de cultivation. Au sein de l'esprit du garçon,
Il pense qu'après avoir affronté ce mage noir, il en est certain. Il a eu de la chance de gagner grâce au pouvoir de son autorité, mais pour vaincre des ennemis encore plus forts dans le futur et atteindre des niveaux supérieurs. Il lui faut absolument la méthode de cultivation utilisée par les chevaliers, d'un niveau bien plus élevé que celle qu'il a apprise. Le garçon l'informe qu'il a seulement appris une méthode de base. Il demande à en apprendre une plus avancée. La fille lui demande s'il a atteint ce niveau seulement avec une méthode de base. Elle peut déjà sentir une aura impressionnante émaner de lui. Si c'est vrai, son talent est extraordinaire. Il a aussi la détermination de trancher un hérétique sans hésiter. Dans ce cas, plutôt qu'une simple méthode de cultivation, il existe une meilleure alternative. Qu'en dit-il ? Le garçon lui demande s'il existe vraiment une autre façon. La fille le confirme. Par hasard, serait-il intéressé de devenir un chevalier sacré ? Le garçon resta silencieux un instant et répond à la fille qu'il n'est pas intéressé. La fille lui demande « Pourquoi donc ? Un chevalier sacré reçoit la grâce divine et punit les impies. C'est la position la plus glorieuse. » Victor interpelle le jeune maître tandis que la fille lui demande s'il se rend compte d'à quel point il est difficile d'obtenir cette position. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'il est désolé, mais il n'a jamais eu ne serait-ce qu'un gramme de foi. Et surtout, il ne veut pas vivre comme un chien de l'ordre. Il ne peut pas dire ça, alors il va inventer un truc. Il répond à la fille qu'il est encore infiniment indigne de recevoir l'amour de Dieu. Pour l'instant, il souhaite errer dans le monde à la recherche de ses traces comme un humble croyant. Quant à Victor, il se demande au sein de son esprit si le jeune maître croit vraiment qu'un mensonge aussi évident va encore marcher. Ses paroles. Ses oreilles renaissent à entendre des paroles aussi saintes. Elle attrape les mains du garçon, tandis que Victor est choqué de voir que ça a vraiment marché. Comme demandé, elle fournira une méthode de cultivation au lieu de la prime. Cependant, s'il change d'avis, il ne doit pas hésiter à visiter l'ordre à tout moment. Elle l'accueillera en personne. Et il y a une chose de plus qu'elle voudrait demander. Le garçon répond qu'il a compris, sans même écouter sa demande. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'il est désolé. Mais ça n'arrivera jamais. En y repensant, ils ne se sont pas vraiment présentés. Elle s'appelle Agnès. Elle est la première disciple de la Flamme Azur. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que comme il s'en doutait, si c'est la première disciple, alors c'est la toute première qu'il a formée. Il pense que ce fut un honneur de la rencontrer. Oh, peut-il terminer ce qu'il était venu faire ? La fille le confirme. Mais de quelle affaire parle-t-il ? Le boss du serpent noir remarque qu'une personne s'avance vers lui. Il observe la silhouette et remarque que c'est le responsable de l'échec de tous ses plans. Il le traite d'enfoiré. Croit-il qu'il va finir comme ça ? Le garçon l'assène un puissant coup qui l'empêche de terminer sa phrase. Damien pense que son ventre est tellement plein de gras que c'est tout mou. L'homme s'apprête à le traiter d'espèce de taré, mais avant même de terminer sa phrase, un puissant coup l'envoie valser à quelques mètres. Le garçon poussa un soupir et pense qu'il se sent un peu mieux. Victor demande au jeune maître si c'est vraiment terminé maintenant. Ce dernier le confirme à son serviteur. Dans la maison du marquisat de Lionbloom, une personne ouvre brusquement la porte et interpelle Ewin. Cet homme est le marquis du royaume d'Apple. Son nom est Holland Lionbloom. Il remarque son fils tandis que ce dernier interpelle son père. Le père s'avance et demande à son fils ce que ça signifie. Ce salaud, il a essayé de le tuer. Il a mis un couteau. Non, une fourchette sous sa gorge. Au sein de l'esprit du père, il ne s'attendait pas que ce garçon si joyeux serait si terrorisé. Il demande à ses subordonnés ce qui s'est passé. Quel enfoiré a osé faire ça ? L'un d'eux s'apprête à le dire, mais le père lui demande de se dépêcher de le dire. Le subordonné l'informe que c'est Damien, le fils du baron Axen. Le père se met en rogne et commence à écraser ses précieux objets. Un simple Axen a osé faire ça à son fils. Il a sûrement utilisé un tour lâche, envoyé des hommes à la baronnie immédiatement, et ramène lui ce bâtard. Dans la baronnie Axen, une personne présente ses salutations au baron, et se présente comme étant Agnès, une paladine de l'ordre. Le chef de famille leur souhaite la bienvenue dans leur demeure, tandis que sa femme les salue à son tour. Au sein de l'esprit du baron, il pense que non seulement son fils a causé des problèmes en secret, mais il a également fait entrer des fanatiques dans la maison. Le chef de famille les informe que Damien lui a tout raconté.
Ils vont donc rester chez eux pendant un certain temps. La fille confirme ses dires et lui informe que cette décision a été prise pour pouvoir enquêter sur les hérétiques. Comme ils peuvent le voir, la demeure est petite, donc il ne sait pas s'il pourra les offrir une chambre à leur convenance. La fille lui tend un sac rempli de pièces en guise de remerciement pour sa considération. Ceci est un petit présent en gage de leur sincérité. Le baron les remercie d'avoir choisi leur demeure. Ils sont ici comme chez eux. La fille interpelle Damien et le remercie encore une fois pour son aide dans leur enquête. Le garçon pense que ce n'est rien. Au sein de son esprit, il pense qu'il n'aurait jamais cru devoir les accueillir à la maison. La fille l'interpelle à nouveau. Bien que l'enquête soit importante, peut-elle lui demander autre chose? Le garçon lui demande ce que c'est. C'est à propos de lui, Seigneur Damien. Le chef de famille et sa femme les ont entendus. Il se retourne alors que sa mère est émue, tandis que son père lui souhaite « Bonne chance ». Le garçon les informe que ce n'est pas ce qu'il pense. Mais la fille lui tend la méthode d'entraînement au mana qu'il a demandé. Elle l'a choisie spécialement pour lui. Le garçon la remercie. Mais pourquoi lui donner 2 volumes? La fille l'informe que l'un d'eux contient une technique d'épée. Ce ne serait pas correct de lui donner une méthode d'entraînement au mana sans lui donner une technique d'épée adaptée. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'il n'en a pas particulièrement besoin, mais ça ne lui coûte rien de les prendre. L'une est une technique d'épée et l'autre une technique d'énergie destructrice. Ce sont des manuels qu'il n'avait jamais vus dans sa vie précédente. La fille l'informe que c'était compliqué de les acquérir. Le garçon pense qu'elle dit la vérité et la remercie une fois de plus. Elle veut dire que ce n'était vraiment pas simple de les acquérir, et tout spécialement vu l'opposition que ça a provoqué au sein de l'église. Le garçon pense qu'elle lui a vraiment beaucoup aidé. La fille confirme ses dires et pense qu'en fin de compte, elle a dû user de l'autorité de son maître. Et quand elle lui a parlé de lui, il a dit qu'il était le genre d'élu dont l'église a besoin. Alors, une nouvelle fois, peut-elle lui demander de reconsidérer son offre de faire de lui un paladin? Le garçon lui répond qu'il est désolé. La fille lui répond que c'est compris. Ça serait impoli de sa part d'en dire davantage, mais s'il change d'avis, il ne doit pas hésiter à venir la trouver. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que comme il le pensait, c'est bien une fanatique très obstinée, au sein de la grotte du défunt mage noir. Une inspection était en cours alors qu'un homme se demande ce que c'est. Une autre personne lui demande s'il ne trouve pas ça un peu suspect. Son collègue lui demande ce qu'il veut dire. Il doit réfléchir à la personnalité d'Agito. C'est un cadre de Yulan qui a échappé à l'église à de multiples reprises. Il est évident qu'Agito utilise les malédictions en combat direct, il n'est pas très puissant. Mais même ainsi, trouve-t-il que ça fait sens qu'un puissant mage noir comme lui puisse se faire tuer par un petit noble de campagne? Son collègue pense qu'honnêtement, il partage ses doutes, mais mademoiselle Agnès n'en a pas touché un mot. Ça ne serait pas bien d'en parler? Son collègue lui demande de finir d'abord d'enquêter, ils en parleront plus tard. Pour le moment, ils doivent se concentrer sur l'enquête. Une personne interrompt leur conversation et les informe qu'ils peuvent avoir confiance en Damien Axen. Ils sont surpris de constater la présence de mademoiselle Agnès, tandis que cette dernière les informe que leurs doutes sont légitimes. Mais Damien n'a pas menti. L'un d'eux ne comprend pas comment il a bien pu tuer Agito. La fille pense qu'il les a pourtant déjà dit. Il a dit qu'il n'a fait qu'esquiver et lui couper la tête. L'un d'eux demande s'il disait la vérité quand il a parlé d'esquive. La fille pense que ce jour-là, quand son serviteur lui a ramené la tête d'Agito, même lui, elle a douté de ses compétences. Elle a donc préféré rester en arrière pour l'observer au lieu d'intervenir directement. Il a combattu seul des dizaines d'hommes sans avoir une seule égratignure et les a complètement massacrés. Mais le plus choquant, c'était la façon dont il a dévié une boule de feu créée par magie. Ils sont choqués et demandent comment est-ce possible. Eh bien, ça l'est. C'est tout. On dit que ceux qui atteignent le rang de maître épéiste peuvent tout bloquer, même la magie. L'un d'eux pense que si c'est vrai, alors Damien pourrait être. La fille confirme ses dires sans écouter la fin de sa phrase. Elle ne dit pas que c'en est forcément un. Mais il est clair que c'est un guerrier extraordinaire. La principale raison pour laquelle elle est venue est pour traquer Yulan, mais en vérité, elle voulait aussi que Damien Axen rencontre son maître. S'ils parviennent à le recruter, il deviendra un atout énorme pour l'église. Alors s'il vous plaît, ils doivent mettre leurs doutes de côté et continuer d'enquêter.
Il se plie aussitôt à ses ordres. Les sabots d'un cheval résonnent alors que des chevaliers du manoir Lyon-Bloom, accompagnés de leurs drapeaux représentatifs, se dirigent vers leur destination. Un apprenti chevalier du nom d'Olpis s'étire tout en bâillant. On dirait qu'ils sont enfin arrivés. Un autre apprenti chevalier qui répond au nom de Lavender se demande « C'est quoi cette odeur ?» Son collègue lui traite d'espèce de plouc. C'est l'odeur du fumier de vache. Est-ce qu'il a du parfum? Et s'ils se mettent un tissu? Leur supérieur leur demande de la fermer. Son nom est Garrick, chevalier en chef de la famille Lyon-Bloom. Est-ce bien le domaine des Haxen? Son subordonné le confirme. Il demande de lui répéter ce que le marquis leur a ordonné. Son subordonné lui informe qu'ils doivent arrêter Damien Haxen. Le chef pense que ce sera facile d'arrêter ce déchet, mais ça ne suffira pas à rétablir la réputation du jeune maître et du marquis qui ont été entachés. Un détail attire son attention, il remarque un homme âgé qui poursuit sa route. Il l'interpelle, tandis que ce dernier les demande qui sont-ils. Le chef commence à dégainer son épée et lui demande s'il est bien un habitant du domaine. L'homme le confirme et les interroge à son tour. Mais d'un simple geste, le chef lui décapita la tête et rengaine son épée. Il se demande comment un vulgaire habitant ose-t-il rester debout après avoir vu le blason de la famille Lyon-Bloom. C'est une offense démesurée. Ses subordonnés se demandent au sein de leur esprit s'ils n'étaient pas aveugles. Le chef les interpelle et leur informe qu'il vient d'avoir une idée. Quand ils arriveront dans le domaine des Haxen, ils vont faire sortir ce sale bâtard de Damien. Et après, ils vont buter tout ce qu'ils verront. D'un autre côté, la fille pense que comme le site s'est effondré, il n'y avait pas autant d'informations qu'elle l'espérait. Ce n'est rien. Ils ont tous bien travaillé. Quelque chose attire leur attention alors qu'ils se demandent ce que c'est. Le personnage principal s'entraîne alors qu'une énergie pure l'enveloppa. Ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est incroyable. Quant à la fille, elle est éblouie par la vue de cette scène. Elle se demande ce qu'elle est en train de voir. La technique d'énergie destructrice qu'elle a donnée au seigneur Damien est une méthode d'entraînement qui, si elle est maîtrisée jusqu'à son dernier stade, absorbe le mana environnant. Mais est-ce vraiment possible en quelques heures à peine? Le garçon poussa un soupir avant d'ouvrir les yeux. Il remarque qu'il était observé et leur demande si l'enquête est déjà terminée. La fille le confirme. On dirait qu'il a accompli quelque chose. Le garçon le confirme et pense que c'est un petit exploit. Au sein de l'esprit du garçon, il pense que quand on lui a dit que c'était difficile à maîtriser, il pensait qu'on exagérait. Il était un maître épéiste dans sa vie précédente, donc les techniques d'épée n'ont aucun secret pour lui, mais cette méthode d'entraînement au mana était vraiment utile. La technique d'énergie destructrice a été créée pour compenser la lourde consommation de mana de la technique d'épée destructrice. Grâce à ça, l'accumulation de mana est plus rapide qu'avec d'autres méthodes, et elle permet même d'emprunter temporairement du mana externe. La fille le regarde avec admiration, tandis que le garçon pense que c'est déjà l'heure du dîner. Ils doivent rentrer ensemble. Il va préparer le dîner, mais le garçon a soudainement senti la présence d'une intention meurtrière. Il pense que la vermine est arrivée. Quelque chose d'urgent l'appelle, il doit partir. Il demande à la fille de prendre son temps pour rentrer, et se dirige vers la source de cette intention meurtrière, alors qu'un homme ne fait qu'admirer sa vitesse. Au sein de l'esprit de la fille, elle pense que s'il se déplace aussi vite avec si peu de mana, ça veut dire qu'il le contrôle avec une précision extrême. Elle se demande jusqu'où peut aller cet homme, et où est sa limite. Un apprenti chevalier assène à Victor un puissant coup de poing. Le garçon est resté au sol complètement impuissant. L'apprenti chevalier l'assène des coups de toutes parts, et lui traite de sale bâtard. Croit-il être qui pour oser le défier? Il lui a dit de le ramener à Damien Haxen. Victor ne veut pas le faire. Ils veulent juste faire du mal au jeune maître. Le chef de famille se précipite vers eux et les demande d'arrêter tout de suite. Il doit être le vicomte Haxen. Le chef de famille attrape Victor et lui demande comment il se sent. Il leur demande ce que cela signifie. Comment se fait-il que des hommes qui se disent chevaliers attaquent un roturier de cette manière? Quand on voit ce que sa famille a fait à celle du marquis Lyon-Bloom, ce n'est rien en comparaison. Vicomte Paul Haxen, le marquis Lyon-Bloom, veut Damien Haxen. S'il le leurre, remet sans résister. Ils ne feront pas de mal à son domaine. Au sein de l'esprit du chef de famille, il s'attendait à des représailles de la part de la famille Lyon-Bloom, mais agir avec une telle barbarie dépasse les bornes. Au sein de l'esprit de l'homme, il pense que c'est évidemment un mensonge. Une fois qu'ils lui auront remis leur fils,
Il rasera ce lieu dans les flammes. Le chef de famille se met en colère. Son fils, jamais il ne le leur livrera. Est-il sûr de ne pas le regretter? Le chef de famille lui répond qu'évidemment. Alors, il imagine qu'il n'a pas d'autre choix. Il demande à ses subordonnés de tout détruire ici, jusqu'à ce que ce salopard de Damien sorte de son trou. Le chef de famille leur demande s'ils sont devenus fous. Il leur demande d'arrêter alors qu'une voix demande si ces putains d'insectes ont perdu la boule, avant de révéler une présence terrifiante. Le chevalier en chef l'a remarqué, et se demande depuis quand il est devenu si fort. L'un des apprentis se demande qui est ce taré. Mais dans l'instant qui suit, il se demande ce qui se passe, et ne peut plus bouger son corps alors que le garçon ne fait que s'avancer. Il demande à son père s'il va bien. Ce dernier lui répond par l'affirmative. Mais pour ce qui est de Victor, il est dans un sale état. Vous autres, on vous a jamais dit que vous étiez chanceux? Si Victor n'avait pas un corps aussi solide, il serait mort sous vos coups. Et si ça s'était produit, j'aurais pu vous battre tous les trois à mort. L'un des apprentis chevaliers lui traite de fils de pute, tandis que le chevalier en chef pense qu'il doit être Damien. Il a entendu dire qu'il a eu les couilles de défier la maison du marquis. Il s'avère qu'il est juste con, ou alors il a pris une grosse tête parce qu'il a battu le jeune maître avec une ruse minable. Le garçon remarque qu'ils n'ont toujours pas compris. Le chevalier en chef demande à ses hommes ce qu'ils attendent. Ils doivent lui broyer les jambes et le faire s'agenouiller devant lui maintenant. Les deux acquiescèrent et se ruent aussitôt vers le garçon, alors qu'une attaque se dirige vers le personnage principal. Il pense que c'est parfait et saisit les mains de l'apprenti chevalier. Justement, il voulait enfin tester pour de bon le mana accumulé pour la technique d'énergie destructrice, et puisque des cibles parfaites sont venues toutes seules, il doit les tester. Le garçon l'assène un puissant coup, alors qu'il ne pouvait guère l'esquiver. Le garçon en fait de même pour le deuxième, et pense qu'il va se faire plaisir avec. Le chevalier en chef remarque que tous ses hommes sont à terre, tandis que Victor ouvre difficilement les yeux, tout en interpellant son jeune maître. Damien lui demande s'il va bien, mais Victor relève difficilement sa main avant de lui faire un pouce levé pour l'encourager tout en souriant. Le garçon pense qu'en tout cas, c'est vraiment un type fascinant.